Le vieux port de Marseille s'éveillait sous un ciel d'un bleu éclatant, baigné par une lumière dorée qui faisait scintiller les eaux calmes. Les effluves de poissons frais se mêlaient aux arômes de café, tandis que les conversations animées des pêcheurs formaient une symphonie familière. La ville, avec son chaos ordonné, semblait respirer au rythme de ses habitants. Joseph Diallo, silhouette imposante malgré l'âge, avançait parmi la foule. Ses pas, lents mais déterminés, résonnaient sur les pavés usés. Son visage, marqué par les années, portait les traces d'une vie de combat, d'exil et de rêves inachevés. Dans sa main calleuse, sa canne semblait être plus qu'un simple appui, un témoin silencieux d'une existence forgée par l'histoire. Pourtant, ce matin-là, une lueur inhabituelle brillait dans ses yeux, comme si quelque chose d'invisible l'appelait. À quelques mètres de là, Marc Dubois scrutait les environs avec une vigilance presque nerveuse. Son uniforme impeccable et son port rigide trahissaient son désir de s'imposer dans cette ville qu'il ne comprenait pas encore. Marseille, avec ses ruelles labyrinthiques et ses langues qui s'entremêlaient, lui semblait indomptable. Mais Marc, malgré ses airs d'assurance, portait en lui une tension qu'il n'avouait à personne. Sophie Lefebvre, quant à elle, observait tout depuis une table ombragée. Elle griffonnait des notes rapides, ses yeux perçants capturant chaque détail. Elle avait l'habitude de chercher des histoires dans les recoins les plus banals, mais ce jour-là, son instinct lui soufflait que quelque chose d'important se préparait. Son regard s'attarda sur Joseph, intrigué par l'aura de mystère qui émanait de lui. L'équilibre fragile de ce matin paisible fut brusquement rompu par un cri aigu. Les regards convergèrent vers une scène chaotique, un jeune homme filait entre les passants, un sac à la main. Ce moment fugace, où l'instinct triomphe de la raison, allait devenir le point de départ d'une série d'événements qui mettraient à nu les fractures invisibles de la cité phocéenne. Dans un monde où la technologie et la magie coexistent, la cité d'Étris s'élève comme un phare d'innovation et de mystère. Nichée au sommet d'une chaîne de montagnes flottantes, cette métropole est alimentée par des cristaux d'énergie magique, appelés lumitrites. Les rues sont bordées d'architecture mêlant métal brillant et végétation luminescente, tandis que des ponts suspendus relient les différentes îles célestes. Cependant, sous cette façade utopique, des tensions grondent entre les technomanciens, maîtres de la fusion entre magie et technologie, et les puristes, qui croient en une magie ancestrale non altérée. Erindor, un technomancien brillant mais tourmenté, et hanté par la disparition de sa sœur cadette, disparut lors d'une expérimentation magique qui a mal tourné. Il consacre sa vie à percer les secrets des lumitrites, espérant inverser l'accident qui l'a privé de sa famille. Sa quête l'amène à croiser le chemin de Kaeli, une jeune voleuse rusée et dotée d'une affinité naturelle pour la magie brute. Kaeli, orpheline des bas-fonds d'Étris, survit en dérobant des artefacts magiques, mais elle rêve secrètement de découvrir l'origine de ses pouvoirs mystérieux. Leur rencontre survient lorsqu'Erindor surprend Kaeli en train de voler un lumitrite rare dans son laboratoire. Après une confrontation tendue, ils réalisent que leurs objectifs s'entrelacent, les pouvoirs de Kaeli pourraient être la clé pour activer un ancien artefact que recherche Erindor. Bien qu'une méfiance mutuelle persiste, une alliance fragile se forme. En parallèle, le Conseil d'Étris, dirigé par l'impitoyable archonte Lysara, surveille de près leurs mouvements. Lysara, fervente défenseuse des technomanciens, cache un sombre secret, elle est liée à la disparition de la sœur d'Erindor. Tandis que des tempêtes magiques commencent à perturber l'équilibre d'Étris, le duo devra naviguer entre alliances incertaines, vérités enfouies et la menace croissante d'une guerre civile imminente. Alors que Marc s'apprêtait à menotter Joseph, Sophie intervint avec une fermeté inattendue, brandissant sa carte de presse et exigeant des explications. Mais avant que quiconque ne puisse répondre, le pickpocket murmura à Joseph, « C'est toi, n'est-ce pas ? Le soldat de Sangomar. » Ce nom, chargé d'une histoire oubliée, fit pâlir Joseph, tandis que Sophie notait frénétiquement, sentant qu'un secret enfoui venait de refaire surface. Dans une petite ville côtière, Léa, une jeune biologiste marine passionnée, rêve de créer une réserve naturelle pour protéger les espèces menacées. Elle est soutenue par son frère cadet, Maxime, un photographe talentueux mais impulsif, qui espère utiliser ces images pour sensibiliser le public à la cause de Léa. Leur voisin, Hugo, un pêcheur solitaire et sceptique, semble indifférent à leurs ambitions, mais il cache un passé marqué par des pertes liées à la mer. Léa obtient une opportunité rare, une réunion avec des investisseurs potentiels. Cependant, elle découvre que l'usine locale, dirigée par une multinationale, prévoit d'étendre ses activités polluantes dans la région. Cette expansion menace non seulement l'écosystème, mais aussi les moyens de subsistance des pêcheurs. Son objectif devient double,
convaincre les investisseurs tout en s'opposant à l'usine. Maxime, quant à lui, se heurte à un dilemme personnel. Son travail est remarqué par une galerie prestigieuse à Paris, mais accepter l'offre signifierait quitter sa sœur. Malgré leurs différences, Léa et Hugo commencent à collaborer lorsque ce dernier réalise que la pollution pourrait détruire ses zones de pêche. Leur relation évolue lentement, marquée par des disputes et des moments de compréhension mutuelle. Pendant ce temps, Maxime rencontre Clara, une journaliste locale curieuse et déterminée, qui décide de l'aider à exposer les pratiques douteuses de l'usine. Leur complicité naissante ajoute une touche de légèreté et de romance. Les premiers obstacles se multiplient, l'usine lance une campagne de désinformation, accusant Léa de vouloir ruiner l'économie locale. Hugo, encore méfiant, hésite à s'impliquer pleinement, tandis que Maxime, tiraillé entre ses ambitions personnelles et sa loyauté envers Léa, commence à douter de son rôle. Pourtant, ces défis renforcent leurs liens, les poussant à unir leurs forces pour surmonter les épreuves. Une matinée ordinaire s'annonçait dans le petit village de Montclair, où les habitants vivaient selon une routine bien réglée. Les cloches de l'église sonnaient, les commerçants ouvraient leurs boutiques, et les enfants se dirigeaient vers l'école. Mais cette quiétude fut brusquement interrompue par un événement inattendu, un grondement sourd, suivi d'une explosion lointaine, fit vibrer les fenêtres et secoua le sol. Les villageois, alarmés, se précipitèrent hors de leur maison, scrutant l'horizon avec inquiétude. Au loin, une épaisse colonne de fumée noire s'élevait dans le ciel, venant de la forêt qui bordait le village. Les rumeurs commencèrent à circuler, certains parlaient d'un accident, d'autres évoquaient une attaque ou une catastrophe naturelle. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais une chose était certaine, quelque chose d'inhabituel venait de rompre la tranquillité de Montclair. Les autorités locales, dépassées, ne tardèrent pas à demander l'aide des habitants pour enquêter. Parmi eux, Clara, une jeune journaliste en quête de reconnaissance, sentit une opportunité unique. Ce mystère représentait non seulement un danger pour le village, mais aussi une chance pour elle de prouver sa valeur. Armée de son carnet et de son appareil photo, elle prit la décision de se rendre sur les lieux, malgré les avertissements de sa famille. Elle ne pouvait ignorer l'urgence de la situation ni la curiosité qui la poussait à agir. En chemin, Clara croisa Hugo, un ancien militaire à la retraite, qui avait également décidé d'enquêter. Bien qu'hésitant à collaborer, ils comprirent vite qu'ils auraient besoin l'un de l'autre pour affronter ce qui les attendait. La forêt, jusque-là familière et rassurante, semblait désormais menaçante, comme si elle dissimulait un secret qu'il aurait mieux valu laisser enfoui. Ce fut le début d'une aventure qui allait bouleverser leur vie à jamais. La tension monta d'un cran lorsque Joseph, toujours tenant le sac dans une main et le pickpocket dans l'autre, répondit calmement mais fermement à Marc. « Je ne suis pas votre ennemi, jeune homme. » Le ton posé du vétéran contrastait avec l'agressivité latente du policier, attirant l'attention des passants. Parmi eux, un homme d'une quarantaine d'années, Malik Ben Ali, propriétaire d'une petite échoppe de souvenirs, s'approcha pour tenter de calmer la situation. « Monsieur l'agent, cet homme a aidé, il n'a rien fait de mal, intervint-il, son accent marseillais trahissant ses origines locales. » Pendant ce temps, Sophie Lefebvre, toujours à sa table, suivait la scène avec un intérêt croissant. Elle sortit discrètement son appareil photo pour capturer l'échange tendu. Elle savait qu'il y avait là une histoire plus profonde à raconter, une histoire qui dépassait les simples faits de ce matin ensoleillé. Elle nota dans son carnet, héros oublié face à l'autorité aveugle. Le pickpocket, un adolescent visiblement effrayé, tenta de se dégager de la poigne de Joseph. « Lâchez-moi, je voulais juste de quoi manger. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Joseph, ravivant des souvenirs de son propre passé, lorsqu'il était arrivé en France sans rien, cherchant à survivre dans un pays qui ne l'attendait pas. Marc, déstabilisé par l'intervention de Malik et les regards accusateurs de la foule, hésita un instant. Il finit par s'emparer du sac et fit signe au pickpocket de le suivre. Mais avant qu'il ne parte, Joseph posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme et murmura quelque chose à son oreille. Le garçon, surpris, hocha doucement la tête. Alors que Marc s'éloignait avec le pickpocket, Sophie se leva, décidée à parler à Joseph. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une femme élégamment vêtue, la touriste à qui appartenait le sac, fit irruption dans la scène. Elle remercia Joseph avec effusion, mais son accent allemand révéla qu'elle ne comprenait pas tout ce qui venait de se passer. Malik traduisit pour elle, et ses mots de gratitude résonnèrent comme un baume dans l'atmosphère tendue. Joseph, visiblement ému, esquissa un sourire discret avant de reprendre sa marche vers les quais. Sophie, intriguée par cet homme au passé manifestement riche,
décida qu'elle ne pouvait pas le laisser disparaître ainsi. Elle se lança à sa poursuite, bien décidée à découvrir son histoire. Le silence tendu qui suivit l'échange fut brisé par l'intervention de Sophie, qui se leva précipitamment de sa table. « Attendez une seconde, officier, cet homme vient d'arrêter un voleur. » Marc, visiblement contrarié par cette interruption, fronça les sourcils et se tourna vers elle. « Et vous êtes ?» Sophie ne se laissa pas intimider. « Sophie Lefebvre, journaliste. Et je crois que vous devriez écouter avant de juger. » Joseph, toujours silencieux, relâcha doucement le pickpocket, qui en profita pour s'éclipser dans la foule. « Vous voyez ce que vous avez fait ?» Marc, pointant un doigt accusateur vers le vieil homme. Mais Joseph, droit et immobile, répondit simplement, « Ce n'est pas à moi de le juger. Je voulais seulement rendre ce sac à sa propriétaire. » Il tendit l'objet à la touriste, qui, encore tremblante, murmura un « merci » à peine audible. Sophie, observant la scène, sentit que quelque chose de plus profond se jouait ici. Elle nota dans son carnet, astérisque, conflit générationnel et culturel sous le soleil du Vieux-Port. Une fracture plus large qu'il n'y paraît. Elle savait qu'il y avait une histoire à raconter, mais elle ignorait encore jusqu'où elle l'amènerait. Pendant ce temps, Marc, visiblement mal à l'aise, cherchait à reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur, vous devriez éviter de vous mêler de ce genre d'affaires à votre âge, dit-il, mais son ton manquait de conviction. Joseph le fixa calmement. « À mon âge, jeune homme, j'ai appris que l'injustice ne connaît pas de retraite. » La tension monta d'un cran lorsque le pickpocket réapparut, cette fois accompagné de deux complices. Leur regard menaçant se posa sur Joseph, Marc et Sophie. Le Vieux-Port, si paisible quelques minutes plus tôt, semblait soudain chargé d'électricité. Sophie, le cœur battant, murmura « Je crois que nous avons un problème. » La tension monta d'un cran lorsque Joseph, toujours tenant le sac, planta son regard dans celui de Marc. Le silence pesant fut rompu par la voix tremblante mais ferme du vétéran « Je ne suis pas votre ennemi, jeune homme. » Cependant, Marc, enfermé dans ses certitudes, insista, sa main se rapprochant instinctivement de son arme de service. Les passants, attirés par la scène, formaient un cercle autour d'eux, murmurant des hypothèses sur ce qu'ils venaient de voir. Sophie, témoin de l'échange, sentit l'urgence de capturer cet instant. Elle se leva précipitamment, son carnet à la main, et s'interposa avant que la situation ne dégénère. « Attendez. Vous ne comprenez pas. Cet homme a arrêté le voleur. » Sa voix claire résonna, attirant l'attention de Marc, qui hésita un instant, désorienté par cette intervention. Joseph, toujours immobile, resta digne malgré l'humiliation implicite de l'accusation. Le pickpocket, profitant de la confusion, tenta de s'éclipser, mais Joseph, avec une rapidité inattendue, lui bloqua le passage d'un mouvement de sa canne. « Vous n'irez nulle part, jeune homme, dit-il calmement, son ton empreint d'une autorité naturelle. » Ce geste força Marc à réévaluer la situation. Il baissa lentement sa main, réalisant qu'il avait peut-être fait une erreur. Pendant ce temps, Sophie, observant la scène avec acuité, sentit qu'elle tenait là une histoire bien plus profonde qu'un simple vol à la tire. Elle s'approcha de Joseph, intriguée par cet homme dont la prestance contrastait avec son apparence modeste. « Monsieur, qui êtes-vous » Joseph, après un moment d'hésitation, répondit simplement, « Un homme qui n'a jamais cessé de servir, même quand on l'a oublié. » Marc, visiblement troublé, baissa les yeux, sentant la honte monter en lui. Ce moment marqua un tournant pour lui, une fissure dans ses préjugés. La foule, désormais silencieuse, semblait suspendue à ce fragile équilibre entre confrontation et réconciliation. Au loin, les cloches d'une église résonnèrent, comme pour annoncer que quelque chose venait de changer, non seulement pour ces trois individus, mais peut-être pour la ville entière. Le silence tendu qui suivit l'intervention de Marc fut brisé par la voix claire et assurée de Sophie, qui s'était levée de sa table. « Monsieur l'agent, je crois que vous vous méprenez. Cet homme vient de récupérer le sac volé. » Son ton, bien que calme, portait une autorité naturelle qui força Marc à détourner les yeux un instant, déstabilisé. Joseph, toujours immobile, tendit le sac à la touriste, une jeune femme visiblement secouée mais reconnaissante. « Merci, monsieur », murmura-t-elle avec un accent étranger, avant de s'éloigner rapidement. Le pickpocket, un adolescent d'à accent grave peine 15 ans, tentait de se dégager, mais la poigne de Joseph ne faiblissait pas. Marc, piqué dans son orgueil,
hésita un instant avant de sortir ses menottes. « Je vais m'occuper de ce gamin, dit-il sèchement, évitant de croiser le regard de Joseph. Mais alors qu'il s'approchait, Joseph relâcha le jeune voleur et posa une main ferme sur son épaule. « Attendez, dit-il d'une voix grave. Ce garçon a besoin d'une chance, pas d'une cellule. » Marc fronça les sourcils, prêt à répliquer, mais Sophie intervint à nouveau. « Peut-être que ce jeune homme a une histoire à raconter. Et peut-être que nous avons tous quelque chose à apprendre ici. » Elle fixait Marc avec insistance, comme pour sonder ses convictions. Le policier, pris entre son devoir et un sentiment naissant de doute, resta figé. Pendant ce temps, le pickpocket, visiblement effrayé mais intrigué par l'attitude de Joseph, murmura « Je voulais juste aider ma sœur. Elle est malade. » Ces mots, à peine audibles, résonnèrent pourtant avec force. Joseph hocha lentement la tête, comme s'il comprenait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. La tension semblait s'apaiser, mais une ombre surgit dans la lumière éclatante du matin. Un homme en costume sombre, observant la scène depuis un coin discret, décrocha son téléphone. Ils sont tous là. Le vieux, la journaliste, et le flic. On passe à l'étape suivante. Le cri de la touriste avait attiré davantage de curieux autour de la scène. Les murmures s'élevaient, mélange de confusion et d'indignation. Sophie, toujours à sa table, rangea rapidement son carnet et s'approcha, son instinct journalistique en alerte. Elle sentait que ce moment pouvait révéler bien plus qu'un simple incident de rue. Joseph, toujours immobile, tenait fermement le sac dans une main, tandis que l'autre s'appuyait sur sa canne. Il toisa Marc, son visage marqué par des décennies de lutte, mais il ne dit rien. Le jeune pickpocket, un adolescent d'à accent grave peine 16 ans, se débattait faiblement, son regard oscillant entre peur et défi. Il semblait à la fois terrifié par Marc et fasciné par Joseph. Marc, visiblement mal à l'aise face à la tension croissante de la foule, répéta son ordre, cette fois plus fort. « Je vous ai dit de lâcher ce sac. » Mais sa voix manquait de conviction. Sophie, qui observait la scène avec une acuité presque clinique, perçut l'hésitation dans son ton. Elle prit la parole, brisant la tension. « Monsieur l'agent, cet homme vient de récupérer le sac volé. Peut-être devriez-vous interroger le vrai coupable ?» La remarque de Sophie fit mouche, et quelques spectateurs approuvèrent à voix haute. Marc, pris au dépourvu, sembla vaciller un instant. Pourtant, il s'approcha de Joseph, toujours sur la défensive. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Cette demande fit éclater un rire amer chez Joseph. « Mes papiers ? Vous voulez aussi vérifier mes médailles, peut-être ?» Sa voix était basse, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Le pickpocket, profitant de la distraction, tenta de s'éclipser, mais Joseph, d'un geste rapide, l'attrapa par le bras. « Pas si vite, gamin. Tu as des comptes à rendre. » Cette intervention inattendue força Marc à agir. Il passa les menottes au garçon, mais son regard restait fixé sur Joseph, comme s'il cherchait à comprendre l'homme qui se tenait devant lui. Sophie, elle, savait qu'elle tenait là une histoire. Mais ce n'était pas seulement celle d'un vol déjoué. C'était celle d'une confrontation entre générations, entre préjugés et vérité, entre un passé glorieux et un présent troublé. Elle se promit de découvrir ce qui avait conduit ces trois vies à se croiser ce matin-là, sous le soleil éclatant du vieux port. La tension monta rapidement. Joseph, toujours immobile, fixa Marc avec une intensité qui força le jeune officier à hésiter. Sophie, témoin de la scène, se leva précipitamment, son carnet à la main, et s'interposa. « Attendez, vous ne comprenez pas. Cet homme a arrêté le voleur. » Marc, déconcerté, hésita une seconde de trop, permettant à Joseph de prendre la parole. « Je n'ai pas combattu pour ce pays pour être traité comme un criminel, » déclara Joseph, sa voix tremblante d'émotion mais empreinte de dignité. « Regardez-moi bien, jeune homme. Ces médailles ne sont pas des décorations vides. Elles portent le poids de sacrifices que vous ne pouvez imaginer. » Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le clapotis des vagues contre les quais. Marc, pris de court, baissa légèrement les yeux, conscient de son erreur mais incapable de trouver les mots pour s'excuser. Sophie, sentant l'importance de l'instant, sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Monsieur Diallo, racontez-moi votre histoire, dit-elle doucement. Joseph, après un moment d'hésitation, se mit à parler. Il raconta son arrivée à Marseille, ses combats pour la France, et les années d'oubli qui avaient suivi.
Autour d'eux, des passants s'arrêtèrent, captivés par ses paroles. La vérité brute et émouvante de son récit fit naître un murmure d'approbation dans la foule. Marc, touché malgré lui, finit par s'excuser, non seulement auprès de Joseph mais aussi auprès des témoins. « Je me suis trompé, admit-il. Et je veux apprendre. Apprendre à voir au-delà des apparences. » Joseph hocha la tête, acceptant l'excuse sans rancune, mais avec une gravité qui marquait l'importance du moment. Quelques jours plus tard, l'article de Sophie fit la une. Intitulé « Mémoire d'un héros oublié au Vieux-Port », il déclencha un débat national sur la reconnaissance des anciens combattants coloniaux. À Marseille, un collectif se forma pour honorer ces figures souvent négligées, et Marc, désormais plus ouvert, s'impliqua activement. Ne laissez pas ces voix s'éteindre. Engagez-vous à écouter, à apprendre, et à bâtir un avenir où chaque histoire trouve sa place. Le tumulte qui suivit l'intervention de Joseph fut marqué par des regards, des silences et des mots lourds de sens. Sophie, témoin attentive, s'approcha pour apaiser les tensions. Elle expliqua calmement à Marc ce qui venait de se passer, décrivant l'héroïsme inattendu de Joseph. Le jeune officier, d'abord sur la défensive, sentit une vague de honte l'envahir en réalisant son erreur. Ce moment de friction devint rapidement une opportunité de dialogue. Joseph, bien que blessé par l'attitude initiale de Marc, accepta de partager une partie de son histoire. Il parla de ses années au service de la France, des sacrifices qu'il avait consentis et des promesses non tenues. Marc, touché par la dignité de cet homme et conscient de son propre manque de perspective, écouta avec une attention nouvelle. Ce fut un moment de confrontation, mais aussi de compréhension, où deux générations et deux expériences de vie s'entrecroisèrent. Sophie, quant à elle, trouva dans cet échange matière à réflexion. Elle décida de consacrer un article à Joseph, non seulement pour honorer son courage du jour, mais aussi pour mettre en lumière ces héros oubliés qui avaient contribué à bâtir la France moderne. Son article, publié quelques jours plus tard, fit grand bruit, suscitant des discussions sur la reconnaissance, les préjugés et la mémoire collective. Marc, transformé par cette rencontre, s'engagea à travailler sur ses propres biais et à mieux comprendre les réalités complexes de la ville qu'il servait désormais. Il chercha à approfondir ses liens avec la communauté locale, prenant exemple sur la sagesse et la résilience de Joseph. Quant à Joseph, il continua ses promenades matinales au Vieux-Port, mais cette fois avec une lueur d'espoir renouvelée. Son histoire, désormais connue, devint un symbole de réconciliation et d'espoir dans une Marseille en quête d'unité. Et vous, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour briser les barrières invisibles qui nous séparent et honorer ceux qui ont pavé notre chemin ?